Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée au baromètre Digital and Payments du groupe BPCE. Donc vous savez, ce baromètre donne le pouls des tendances de consommation des Français et donc nous avons récemment publié l'édition 2026 de ce baromètre basée sur les données de l'année 2025. Et aujourd'hui, on va vous présenter les données à la fois nationales mais aussi régionales pour mieux comprendre la réalité également des territoires. Donc pour vous présenter tout ça, j'ai à mes côtés Anne Cornet. Bonjour Anne. Bonjour Coba. Alors Anne, tu es donc directrice des relations établissements de BPCE Digital and Payments et DGA de BPCE Payment Services en charge du développement. Ouais. Et bien sûr, à mes côtés également, Myriam Dassa. Bonjour Myriam. Bonjour Coba. Et donc Myriam, donc, tu es la directrice du baromètre. Tout à fait. Alors Anne, peut-être en introduction, est-ce que tu peux nous dire pour toi quelle est la valeur de ce baromètre ? Alors oui, la valeur du baromètre, pour moi, elle est extrêmement importante parce que en fait, les paiements, c'est vraiment le pouls, et tu l'as dit, c'est vraiment le pouls de l'économie. Enfin, pour moi, les paiements, c'est le système veineux de l'économie française. Et pour ça, c'est super intéressant parce que effectivement, c'est en prenant le pouls des paiements qu'on voit comment se porte l'économie et comment se porte la consommation des Français. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important pour moi. Les paiements, c'est vraiment un actif stratégique. Et cet actif stratégique a une valeur très significative. Et nous, BPCE Paiement et Pôle Digital et Paiement, on a vraiment envie de mettre cet actif stratégique au service de nos banques et nos caisses et au service des clients de nos banques et de nos caisses. Et donc, on est, je pense, le seul acteur bancaire français à mettre à disposition cette donnée qui est très significative, puisqu'on représente à peu près 20% de l'économie, en tout cas des porteurs français. Et ça, c'est très, très important, d'autant plus que notre représentativité dans les territoires, elle est majeure. C'est-à-dire, on a vraiment, un maillage territorial qui nous permet d'analyser ce système veineux et de voir finalement qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie des Français à travers les territoires. Donc ça, c'est vraiment pour moi vraiment majeur. Et donc c'est quelque part, c'est vraiment le miroir le plus symbolique de la microéconomie et aussi de la macroéconomie, on le verra. Finalement, les paiements sont impactés évidemment par les comportements d'épargne des Français. Ils sont impactés par les comportements de consommation, la digitalisation, les grandes tendances économiques, la plateformisation. Et on voit aussi tout l'impact de ce qu'on appelle nous le phygital, c'est-à-dire que de plus en plus, évidemment, nous en tant que consommateurs, on est à la fois sur une dimension magasin, puisqu'on a une vraie vie, on va dans les magasins, on va dans les commerces, mais aussi on regarde sur Internet ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important de l'avoir en tête, déjà parce que, en fait, ce que ça représente aussi, c'est que les Français, aujourd'hui, qui ont, peut-être un peu plus peur de l'avenir, et on l'a vu malheureusement avec les événements récents, ça risque pas forcément de s'arranger. En fait, on est tout le temps en train de regarder sur Internet comment on peut comparer des prix pour gagner, un peu plus d'argent quand on fait de l'acquisition. Et nous, en tant que banquier, deuxième banquier français, on considère cet engagement et cette envie d'aider à la fois le tissu économique, les entreprises, les commerçants et les clients du groupe dans la gestion au quotidien des achats, donc à la fois e-commerce et à la fois physique. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est le seul groupe bancaire français à avoir un PSP, donc homemade, full PSP, à 100%. Et quelque part, pour nous, c'est extrêmement important aussi de représenter ça parce que c'est aussi une manière d'être souverain dans les paiements. Et donc, c'est quelque part cette dynamique-là, on veut la mettre en avant dans le cadre de ce baromètre-là. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et donc effectivement, là, on va regarder et on va s'apercevoir tout le lien qu'il peut y avoir entre l'inflation, la consommation des Français, l'omnicanalité avec ces allées et venues de nos clients entre le physique et le digital. Et tout ça, c'est vraiment complètement intégré dans le baromètre des paiements.
Merci beaucoup Anne. Alors Myriam, je me tourne vers toi maintenant pour que tu nous donnes vraiment tout le détail des tendances 2025. Oui, je suis ravie de partager avec vous cette 5e édition du baromètre Digital and Payments, l'édition 2026. Et nous sommes convaincus chez BPCE effectivement que la donnée est un outil indispensable à une meilleure compréhension des marchés. Et que la donnée, en fait, c'est un levier de l'innovation et aussi un levier de la création de valeur d'une entreprise. Donc notre baromètre Digital and Payments, c'est le parfait exemple de cet engagement du groupe BPCE. Il permet de mesurer de manière précise et quasiment en temps réel les évolutions de consommation des Français. La richesse de ce baromètre, en fait, elle tient à 3 valeurs qui sont importantes à souligner en introduction pour bien comprendre la méthodologie de nos analyses. Alors, la première valeur, c'est que nos analyses se basent sur 20 millions de cartes. Ça représente un Français sur 5. Donc c'est une mine d'or d'informations qui fait de notre baromètre une véritable cartographie de ce que les Français consomment. Le plus du baromètre est donc que nos analyses se basent non pas sur des déclarations qui peuvent parfois être imprécises, mais bien sur des transactions anonymisées de cartes bancaires avec un historique qui remonte jusqu'à 2019, l'avant-Covid, et on va le voir, ce point est important. La deuxième source de valeur, c'est la richesse des profils des consommateurs. Nos analyses éclairent aussi bien sur le genre, les tranches d'âge, les catégories socio-professionnelles des consommateurs et enfin, troisième point à souligner, la richesse de nos analyses qui passent en revue plus de 50 secteurs de la consommation du quotidien. Tout ceci assure la pertinence, l'actualité et la précision des enseignements que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Alors, que nous apprend cette édition 2026 sur la consommation des Français ? 2 enseignements importants à retenir. Tout d'abord, nous constatons en 2025 un nouveau boom du e-commerce. Ce boom, en fait, est comparable à celui qui avait été observé lors de la période Covid. Et second enseignement, c'est que nous observons que les Français rationalisent leur consommation en contenant les dépenses de nécessité et qu'ils préservent des plaisirs. Alors, certains vont être discountés, voire ultra discountés, et d'autres plaisirs encore vont être un moteur parce qu'ils procurent émotion et expérience aux consommateurs. Toutes ces tendances, elles vont donner le ton de l'année à venir et elles nous permettront en fait d'envisager ensemble les opportunités, les potentiels pour 2026. C'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, dans l'analyse du baromètre. C'est justement de pouvoir se transposer. Enfin, nous, on est toujours dans cette recherche de on met la casquette client et qu'est-ce qu'on peut proposer, en fait, comme service pour nos clients, banque, caisse, crédit coopératif, banque palatine, mais aussi les clients de nos réseaux. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se transposer et de voir ces évolutions. L'instantanéité, c'est une grande tendance, effectivement, les loisirs, enfin, toutes ces choses qui sont extrêmement importante et l'élément quand même majeur, c'est que les Français restent quand même plutôt des épargnants qui font attention à leur consommation et donc qui effectivement sont tout le temps en train de regarder comment mieux répartir le gâteau, sachant que le gâteau, il grossit pas forcément. Tout à fait. Et comme justement rentrons dans la vision plus chiffrée, comme vous l'avez compris, en fait, nous analysons la consommation grâce à la carte bancaire qui est le moyen de paiement préféré des Français. C'est un peu donc comme un miroir de notre façon de consommer. Et en analysant les transactions de carte bancaire, nous observons qu'en moyenne, la consommation des Français progresse de plus 1,1% en 2025. C'est une croissance qui est alignée sur l'inflation annuelle de plus 0,9% selon l'INSEE. Fait marquant, la région Hauts-de-France a une dynamique plus marquée avec une augmentation des dépenses par carte de plus 1,6%. On peut rattacher cette dynamique notamment à l'essor du marché de l'emploi dans cette région. Donc, si on regarde, c'est avec 0,2 points de pourcentage d'écart entre l'évolution des dépenses par carte et l'indice des prix à la consommation, c'est la première année où la consommation globale
ne progresse pas plus vite que l'inflation depuis la création du baromètre en 2020. Pour rappel, en 2024, cet écart était de 0,8 points de pourcentage en faveur de la consommation. Ce constat révèle une contrainte budgétaire désormais ancrée dans les comportements des ménages. Ce constat traduit aussi une optimisation active de la consommation, comme tu l'indiquais Anne précédemment. Et la consommation des Français se cherche, et d'ailleurs elle se trouve sur Internet, avec l'e-commerce qui séduit de plus en plus les Français. Ça traduit aussi l'anxiété des Français, on en a parlé tout à l'heure, mais qui épargnent plus. Donc c'est effectivement ce point de bascule avec le contexte politique français qui n'aide certainement pas les Français à consommer beaucoup. Tout à fait. Alors on va regarder cette tendance du e-commerce. Et alors qu'en 2019, l'e-commerce représentait en moyenne 23% des dépenses par carte bancaire, cette part du e-commerce avait augmenté de 4 points de pourcentage pour atteindre 27% des dépenses par carte 3 ans plus tard, en 2022. Ce bond du e-commerce s'expliquait grandement par le Covid, par les nouvelles habitudes que nous avions prises pendant le Covid et qui avaient perduré jusqu'en 2022. Maintenant, en 2025, nous observons un nouveau bond du e-commerce de 3 points. Sur une même période de 3 ans, pour s'établir en moyenne à 30% des dépenses par carte bancaire. Le e-commerce connaît donc en 2025 un nouveau boom d'une ampleur et d'une rapidité qui sont comparables au boom qui avait été observé pendant la période Covid. Mais cette fois-ci pour des raisons qui sont profondément différentes. Sur la tendance longue, depuis 2019, en fait, la part du e-commerce gagne donc chaque année en moyenne 1 point de pourcentage. Vous voyez que l'e-commerce répond aux exigences des consommateurs, que ce soit la quête de juste valeur, la recherche d'hyperfluidité ou encore l'élargissement des offres proposées aux consommateurs. De plus, depuis 2022 et encore plus précisément en 2025, l'IA générative se démocratise. Ce qui révolutionne les recherches, qui révolutionne les comparaisons et même les achats en ligne des Français. Et ce nouvel outil est un nouvel accélérateur justement du e-commerce. Et ce n'est que le début puisque en 2025, nous n'avons pas encore vraiment touché de manière concrète l'IA agentique. Là, on parle vraiment de l'IA qui accompagne vraiment ce commerce en ligne. Ce que nous observons, bien sûr, c'est que la région Île-de-France est en avance de phase sur cette dynamique du e-commerce, avec des dépenses en e-commerce qui atteignaient même 36% du total des transactions par carte, soit 6 points de plus donc, que la moyenne des Français. Cette région Île-de-France, elle est portée à la fois par une population plus jeune, mais aussi par une offre de services en ligne qui est plus dense, plus adaptée, une offre beaucoup plus fournie. Et le e-commerce s'impose donc en reconfigurant les pratiques de consommation. L'accélération du e-commerce ces 3 dernières années, c'est un signal fort d'une dynamique qui est structurante de la consommation et d'ailleurs que nous proposons, nous, de qualifier de rationalisation de la consommation. Cette rationalisation, c'est à la fois contenir certaines dépenses, comme nous allons le voir, sur des dépenses de nécessité, pour se faire plaisir par ailleurs sur d'autres secteurs. Et donc les Français vraiment ont tous adopté ce réflexe e-commerce. Chaque génération a son rythme en revanche. Oui, c'est plus une question que pour les jeunes, c'est vraiment toute génération. Mais je trouve que ce graphique, il est particulièrement intéressant parce qu'en fait, nous qui regardons tout le temps l'évolution des paiements, justement, pour, à la fois parce qu'on veut prendre le pouls de l'économie et puis qu'on veut regarder ce qui se passe dans le quotidien de nos clients, à la fois commerçants et de nos clients particuliers, c'est qu'on s'est dit juste après le Covid que finalement, le e-commerce avait atteint un plafond. Et que la part en fait, du e-commerce dans les transactions et dans la consommation n'augmenterait plus de manière significative. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que en fait, tendanciellement, l'augmentation continue. Et que ce qui est particulièrement intéressant, moi je trouve, c'est aussi l'impact sur l'Île-de-France, comme tu le donnais avec la part des services, parce que c'est aussi symbolique de la plateformisation de la consommation. Donc on en parlera, j'imagine, plus tard, mais avec effectivement des grosses plateformes qui prennent aussi le pas sur le e-commerce. Et nous,
en tant que groupe BPCE, ce qu'on veut, c'est aussi donner les moyens à nos commerçants de proximité, d'avoir, je dirais, des sites e-commerce. C'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. C'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant là, dans les mois qui viennent pour pouvoir promouvoir cette forme de souveraineté, une arme pour nos commerçants, pour se battre, et qu'ils restent dans les centres-villes et finalement qu'ils puissent exister aussi sur le e-commerce pour servir leurs clients. Effectivement, le e-commerce n'a pas atteint sa maturité et ça, ça s'illustre très bien à travers la vision du e-commerce par âge. Donc on a dit 30% en moyenne pour les Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moins de 35 ans, sur la gauche de l'écran, nous constatons que les moins de 35 ans sont à l'avant-garde de ce basculement de la consommation vers le digital. La part du e-commerce dans leurs dépenses par carte est passée de 29% en 2019 à 38% cette année. Les jeunes, donc, ils naviguent évidemment avec aisance sur Internet, qui leur offre un choix quasi illimité, qui leur offre aussi l'instantanéité de l'acte d'achat, la transparence des prix. Et il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est même 44% des dépenses des plus jeunes qui passent par l'e-commerce. Cette population, elle est souvent moins véhiculée et donc elle va tirer parti d'une offre disponible en ligne, livrée, comme par magie, à domicile. Au centre, on voit les 35-55 ans qui suivent la même dynamique, avec une part du e-commerce qui passe de 24% des dépenses en 2019 à 32% en 2025. On voit que la révolution, le passage du papier au pixel, est donc bien engagé, en tout cas, sur les moins de 55 ans, tranche d'âge confondue. À droite, en revanche, les seniors ne sont pas en reste, mais à un rythme moins soutenu, avec une part du e-commerce qui passe donc de 16% à 20% en 2025. Et ce niveau d'utilisation record des plus jeunes en 2025, il nous aide à éclairer le futur. Et il peut justement esquisser ce que pourrait être la moyenne des Français à moyen terme, d'ici 6-8 ans. D'ici 6-8 ans, donc, on pourrait avoir 38% des dépenses des Français qui sont réalisées en ligne, versus 30% aujourd'hui. Pour deux raisons. La première, c'est le glissement de la pyramide des âges. Chaque année, nous tous, nous prenons une année. Mais c'est aussi par ce côté assez marquant des plus jeunes qui ont un rôle vraiment de précurseurs et d'influenceurs. Précurseurs, ils vont aller tester, et influenceurs, leur voix est portée par tous les réseaux sociaux divers et variés qui ne cessent de fleurir jour après jour, qui amplifient leur voix. Donc en fait, on voit que le e-commerce n'a vraiment pas atteint sa maturité, effectivement, comme on aurait pu le présager à la fin de l'ère Covid. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le 44% des jeunes en Ile-de-France. Les jeunes en Ile-de-France, ils sont quand même dans un maillage, ils sont toujours à proximité d'un magasin. Et pour autant, c'est eux qui consomment le plus en e-commerce. Donc c'est vraiment un changement de paradigme dans les habitudes de consommation des Français qui est vraiment majeur et effectivement qu'il faut avoir vraiment en tête pour fournir des éléments de réponse à nos clients. Tout à fait. Et justement, cet effet de rationalisation, comme on l'a appelé ces 3 dernières années, notamment grâce au e-commerce, en fait, traverse, on va le voir, l'ensemble des secteurs de consommation des Français, de la consommation du quotidien. Alors, nous allons le voir justement, cette rationalisation, elle traverse tous les secteurs et pour cela, nous avons analysé les dépenses par carte bancaire des Français dans 3 grandes catégories de dépenses. La première catégorie, les dépenses que nous appellerons les dépenses de nécessité et qui regroupent à la fois l'alimentaire et la mobilité. Toutes les dépenses de mobilité. Les Français, on va le voir, contiennent la hausse de ces dépenses de nécessité. Deuxième catégorie, mode et aménagement. Ça correspond en fait au plaisir que les Français s'autorisent, mais de manière discountée, voire cette année, on le voit bien en 2025, ultra discountée. Tu parlais de plateformisation, c'est tout à fait le type de secteurs qui sont touchés par cette tendance. Et enfin, la troisième catégorie que nous passerons en revue, ce sont les plaisirs que les Français préservent, en fait, ces 3 dernières années, en particulier en 2025. Alors, regardons maintenant ensemble plus en détail donc, chacune de ces 3 catégories, à commencer par les dépenses de nécessité qui recouvrent l'alimentation et la mobilité.
Commençons par l'alimentaire. Le secteur de l'alimentation revêt un enjeu de taille pour notre étude puisqu'il représente un poids considérable dans le budget des ménages et d'autant plus dans le budget des dépenses par carte. Donc en 2025, ce secteur capte à lui seul 23% de toutes les dépenses par carte bancaire des Français, que ce soit dans les grandes surfaces, les magasins de discount alimentaire ou encore les enseignes spécialisées bio. Et notre édition 2026 met en lumière une certaine convergence de l'alimentaire traditionnel et de l'alimentaire discount. Les dépenses de chacun de ces deux secteurs progressent en moyenne de plus 1,5% en 2025. Plus frappant encore, le panier moyen s'est uniformisé pour s'établir à 36 €, que ce soit dans un supermarché traditionnel ou chez un discounter alimentaire. Et ce rapprochement s'explique en fait profondément par un changement d'habitude de consommation. Bien que la majorité des Français continuent de fréquenter les grandes surfaces traditionnelles, aujourd'hui, le discount n'est plus un choix secondaire. En 2025, c'est 62% des consommateurs français, plus de 3 Français sur 5, qui sont clients du discount alimentaire. Ce qui indique que les Français sont de plus en plus adeptes en fait, des bons plans alimentaires. Le rapprochement de ces deux secteurs est illustré par exemple par la région PACA. Nous constatons que la région PACA combine à la fois la plus forte progression des dépenses en alimentation traditionnelle, plus 2%, mais aussi le plus fort panier moyen de discount alimentaire à 39 €. Et donc, les frontières entre grandes surfaces traditionnelles et discount alimentaire continuent de s'estomper en 2025, ce qui traduit une vigilance accrue des Français sur ce poste de dépense. Autre poste de dépense de nécessité, la mobilité. La mobilité qui, au global, est au point mort en fait en 2025, si on peut l'exprimer ainsi, puisque nous observons un ralentissement des dépenses de mobilité. Côté automoto, que ce soit carburant, péage ou entretien, les dépenses sont en recul en moyenne de moins 2% en 2025. Le prix moyen d'un passage à la pompe est de 45 €, en recul de 2 €, ce qui est en partie dû évidemment à la baisse du prix des carburants. Fait marquant, les Bretons, qui bénéficient, eux, de la gratuité des voies rapides et qui arbitrent donc moins fortement ces dépenses automoto avec une baisse de seulement moins 0,5% en 2025. En parallèle, nous avons analysé aussi les mobilités douces et partagées qui suivent finalement la même tendance, des dépenses en baisse de moins 2%. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que 36% des consommateurs français ont utilisé un de ces services, donc mobilité douce, partagée, et que ce soit donc transport en commun, comme je disais, partagé, covoiturage ou même vélo et trottinette. C'est un point de pourcentage de plus qu'en 2024, donc ça témoigne d'une adoption qui est lente, mais certaine, de ces alternatives qui sont plus durables. L'Occitanie, fait marquant, semble convaincre ses habitants cette année avec plus 11% de dépenses en 2025. Donc une densité du maillage des transports en commun aussi en Île-de-France qui vraiment séduit les franciliens, avec plus d'un francilien sur 2 qui consomment en fait du transport en commun notamment. Donc que ce soit mobilité automobile, mobilité douce, en fait, les Français contiennent aussi ces dépenses qui sont des dépenses de nécessité en rationalisant leurs déplacements et leur mode de transport. Il y a les dépenses de nécessité, mais il y a aussi les dépenses plaisir. Alors, il y a les dépenses plaisir, effectivement. Les dépenses plaisir, la mode et l'aménagement. Effectivement, qui sont très emblématiques de ces envies plaisir. Ces envies sont discountées, on l'avait vu l'année dernière, les années précédentes, où on avait mis en lumière en fait un glissement de la consommation sur ces deux grandes verticales mode et aménagement, du traditionnel vers le discount. Ce que nous allons voir en 2025, c'est vraiment un glissement supplémentaire du discount vers l'ultra-discount. Et je vous propose donc d'analyser plus en détail ces deux verticales.
Donc tout d'abord, la mode, le prêt-à-porter. En 2025, les dépenses de prêt-à-porter au global sont en baisse de moins 1,5%. Le secteur se recompose fortement avec un panier moyen de 51 € en baisse de 2 € par rapport à 2024. Point que nous notons, c'est la région Centre-Val de Loire, qui reste la plus attachée, d'après notre analyse, à ses enseignes traditionnelles en maintenant un niveau de dépenses. Voilà, les rues piétonnes de ces villes moyennes de cette région qui sont chargées d'histoire ont su préserver une attractivité. Les boutiques savent capter l'attention des consommateurs, notamment des boutiques de centre-ville. Et ce qu'il faut savoir dans toute cette verticale, au-delà de cette spécificité régionale, c'est que le grand gagnant de la verticale mode, c'est vraiment la seconde main. On le dit d'année en année. On a encore cette année, en 2025, une croissance à 2 chiffres, plus 13%. C'est porté à la fois, évidemment, par la prise de conscience éthique, mais aussi, évidemment, la recherche de la bonne affaire, que ce soit au niveau de l'offre, c'est-à-dire le produit rare, mais aussi le produit avec un prix qui est fortement en dessous du prix lorsqu'on achète neuf. Le panier moyen sur la mode de seconde main est stable, à 22 €. Et c'est presque un Français sur 5 qui a acheté de la mode de seconde main en 2025, soit le double par rapport à 2021. Donc la seconde main ne se limite plus aujourd'hui vraiment à une bonne affaire ponctuelle, ça devient un levier régulier pour composer sa garde-robe. L'Île-de-France, on le constate, capitale mondiale de la mode, s'arroge le panier moyen le plus fort à 25 € en 2025. L'abondance de l'offre, l'offre elle est aujourd'hui quasi européenne sur ces plateformes, dope les dépenses du secteur. Et ces chiffres, je le répète à chaque fois, mais donc je le fais encore aujourd'hui avec vous, ces chiffres de croissance donc à 2 digits, décrivent une partie de la tendance, puisqu'ils prennent en compte les achats par carte bancaire, certes, mais ils ne prennent pas en compte les achats qui sont réalisés avec la cagnotte qu'on a emmagasinée grâce aux ventes réalisées sur ce type de plateforme. Donc, lorsqu'on dit que le grand gagnant est la seconde main mode, voilà, c'est vraiment, nous, on affiche un plancher dans ces tendances, plus 13%. L'année dernière, c'était plus 17%. Et ce sont des tendances planchées. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est qu'on voit à la fois sur la partie mobilité et sur la partie, je dirais, prendre soin de son look, c'est quand même, il y a une dimension RSE. C'est-à-dire qu'on a quand même des hausses significatives sur les mobilités douces, en particulier en Île-de-France, et la seconde main également. Ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant aussi, je pense, pour nos clients commerçants, de bien avoir cette, je dirais, cette verdisation de la consommation. Tout à fait. La RSE vraiment trouve sa valeur et une vraie pertinence à travers certaines offres, comme tu le dis, tout ce qui est mobilité partagée ou la seconde main mode. Alors, effectivement, quand on dit la seconde main mode, le grand gagnant, en parallèle, face à cette nouvelle donne, en fait, la fast fashion classique enregistre en 2025 sa première régression en 4 ans. Les dépenses sont en baisse de moins 0,5% en 2025, alors qu'elles enregistraient encore en 2024 une progression de 17%. Le panier moyen du secteur, lui, à 50 € est stable, mais la fast fashion, en fait, fait face à une double concurrence. La première, nous venons de le voir, la seconde main mode, et d'autre part, l'ultra fast fashion. La fast fashion elle-même, en fait, se fait concurrencer par un modèle encore plus discounté, en fait. Donc, cette double concurrence met sous pression le modèle bien installé de la fast fashion, qui touche près de la moitié des Français. Et donc, nous arrivons au fait marquant, c'est l'ultra fast fashion, les plateformes digitales d'ultra fast fashion, qui ont atteint un palier en 2025. Les dépenses sur l'année sont en recul de moins 2%. Pour être bien précis, nous, on a vu le décrochage à partir du mois de juillet, où la consommation a vraiment faibli par rapport à ce qui avait pu être constaté en 2024.
Ce second semestre a été marqué, nous le savons, hein, par des enjeux d'image, des enjeux d'éthique, qui ont mis un coup de frein justement à l'expansion rapide qu'a connu le secteur depuis 3 ans en France. Et donc, le point important à souligner, c'est que les Français, ils jouent sur les 2 tableaux, hein, ultra fast fashion, seconde main. Et parmi les consommateurs d'ultra fast fashion, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié consomme également de la seconde main mode. Donc, il n'y a pas de paradoxe, il y a justement une consommation réfléchie pour ajuster ses envies à son pouvoir d'achat. On va le voir de la même manière juste après sur tout ce qui est aménagement. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est l'achat malin. Les champions se situent plutôt du côté de la région Hauts-de-France, hein, toujours à la recherche justement des bonnes affaires. Ils participent le plus massivement à ce phénomène de seconde main. On l'a vu précédemment, donc 23% des consommateurs, mais aussi ils sont les premiers sur l'ultra fast fashion, puisque 22% des consommateurs en Hauts-de-France ont consommé de l'ultra fast fashion en 2025. La mode, vous voyez, se restructure d'année après année. On le voit, des grands gagnants qui perdurent, la seconde main mode, la fast fashion en recul, concurrencée par l'ultra fast fashion qui elle-même est victime de son succès par rapport à des enjeux, comme on l'a vu, éthiques, et autres. Ouais, finalement, c'est la fin du mois versus la fin du monde. Hein. C'est cet arbitrage permanent que les consommateurs français doivent faire. Et c'est typiquement ce choix-là qu'on voit dans ces statistiques-là. C'est intéressant. Et on arrive peut-être à un certain plafonnement finalement de cette envie d'ultra fast fashion. Les consommateurs reviennent aussi peut-être sur la qualité et des fois le pas cher est finalement plus cher. Donc en tout cas, on va observer ce qui se passe évidemment de manière très détaillée là, sur l'année. Alors, regardons ce qui se passe, parce qu'on a une même tendance de discount, voire d'ultra-discount, légèrement différente sur la verticale de l'aménagement. Au global, les dépenses sur le secteur progressent faiblement, hein, plus 0,5%, là où les biens d'occasion reconditionnés progressent de plus 3,5%. Donc la seconde main, qui est là plutôt du reconditionné, hein, tire son épingle du jeu, la RSE trouve sa valeur, la valeur a bien conquis le consommateur final. Et aujourd'hui, c'est 1 Français sur 8 qui est adepte de l'occasion du reconditionné sur tout ce qui est mode aménagement électronique, électroménager. C'est vraiment une solution pour s'équiper, là encore, au meilleur rapport qualité-prix. Si on poursuit sur cette grande verticale, on a le discount non alimentaire, qui lui affiche une progression modeste, hein, de plus 0,5% avec un panier moyen stable de 24 €. Ce secteur du discount non alimentaire, en fait, il est majoritairement composé de réseaux physiques qui se sont implantés jusqu'en 2024-2025 de manière fulgurante et très massive sur tout le territoire. Et cette augmentation en fait, de l'implantation, évidemment, a boosté l'augmentation de la consommation. Alors là, on voit en 2025 qu'on approche un temps d'arrêt, en tout cas, on n'est plus dans des croissances phénoménales comme on l'observait encore l'année dernière. Le secteur, en fait, même si la dynamique ralentit en 2025, hein, le secteur, on sait qu'il a su fidéliser de nombreux clients qui ont été captés justement ces dernières années et qui soutiennent une consommation régulière, d'accord ? Mais on n'est plus sur des grosses progressions. En revanche, la grande nouveauté 2025, c'est bien la percée fulgurante de plateformes digitales d'ultra-discount. Avec une augmentation, c'est la plus grosse augmentation de l'édition 2026, hein, des dépenses en augmentation de plus 69% sur ces plateformes digitales d'ultra-discount en 2025. Un panier moyen à 32 €, en hausse de 3 €. Hein, le marché se cherche, hein, sur ce type d'offre. C'est un modèle qui est innovant, hein, puisqu'il était quasi inexistant il y a encore 3 ans. Et aujourd'hui, en 2025, c'est 1 Français sur 6. 1 Français sur 6 qui a consommé. Et donc, on part en 3 ans de quasiment 0, et 3 ans après, c'est 1 Français sur 6 qui consomme, pas uniquement pour lui, on sait bien, on consomme pour lui et son entourage, notamment familial. Donc, ces nouveaux discounters se font une place de choix, en fait, hein, dans les foyers français.
Et il déplace le centre de gravité du secteur, justement, en redéfinissant des attentes de prix, des attentes aussi en termes d'offres, mais aussi en termes d'expérience. Cette plateforme mise énormément sur tout ce qui est marketing digital, gamification de l'offre et du processus même d'achat. Donc voilà, on transforme véritablement le secteur avec un nouveau positionnement. Et encore une fois, je le souligne, les Hauts-de-France sont en pointe en fait sur ces bons plans, puisqu'ils ils surperforment en fait les moyennes nationales. C'est vraiment un fait marquant et c'est pour ça que je marque une pause là-dessus. C'est la plus grosse progression observée cette année, cette plateforme digitale d'ultra-discount. Donc, on peut bien conclure sur ces dépenses que les Français rationalisent les dépenses, que ce soit mode, aménagement, au profit d'acteurs qui sont en pointe justement sur le discount et quand on parle d'ultra-discount, qui sont en pointe aussi sur le digital. Je rebondis, en fait, je refais référence à tout ce que tu nous indiquais justement sur l'importance du digital et la manière dont on accompagne à la fois nos réseaux banques populaires et caisses d'épargne et aussi bien sûr nos clients commerçants in fine. Alors, on a d'autres plaisirs préservés, Myriam. Il n'y a pas que la mode. Tout à fait. Il y a d'autres choses que tu vas nous présenter. Alors, les envies, justement, les plaisirs qui sont préservés, Koba, ce sont des plaisirs qui suscitent émotion et expérience, on va le voir, auprès des consommateurs. Et là, en fait, on partage avec vous une analyse sur un temps un peu long pour non pas rentrer vraiment dans les chiffres, mais regardons les tendances. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les tendances, les pentes de chaque type de consommation. Alors, en violet, vous le voyez, c'est dépenses tout secteur. Ça va être un peu notre étalon, notre standard pour comparer les dynamiques. On a parlé de dépenses de nécessité. Je reviens sur ce qu'on a dit, où on a dit c'était contenu. C'est la courbe en rose, on le voit, 2022-2023, l'augmentation due à l'inflation, ok. Et ensuite, on voit que la pente est vraiment très faible. Ce sont vraiment en rose des dépenses qui sont contenues. On a vu juste précédemment les plaisirs qui étaient discountés, qui sont là en orange. On le voit, c'est encore plus en valeur, en montant global. Finalement, on achète pour moins cher, mais on a au moins autant dans son panier. Et puis là, ce qu'on va voir ensemble maintenant, troisième catégorie de dépenses, les plaisirs qui sont préservés, la ligne en bleu. Voilà, est-il nécessaire en fait d'indiquer que c'est la courbe qui a la plus forte progression ? Ça représente quand même 26% des dépenses par carte. On va le voir en détail, vous allez voir que ce sont des secteurs qui sont très poussés, portés par le digital. Donc on revient encore à ce sujet. Donc regardons justement plus en détail ce que revêt les plaisirs qui sont préservés. Commençons par le divertissement digital, qui est un des grands gagnants, sans conteste, de tout ce qui anime vraiment le foyer en lieu d'évasion des Français. Ce phénomène est grandement porté par le streaming, qu'il soit audio ou vidéo, qui poursuit un ancrage durable dans les habitudes des Français. Les dépenses bondissent en moyenne de 10% cette année par rapport à 2024, et c'est un Français sur 3 qui souscrit à une offre payante de streaming audio ou vidéo et qui évidemment en fait profiter son foyer. En Bretagne, les divertissements à domicile font mouche. Dans cette région, le cocooning a de l'avenir puisqu'ils sont surreprésentés. Je ne permettrai pas de lier ça aux conditions météo, n'allant pas assez suffisamment en Bretagne. Mais en tout cas, ça touche vraiment toute la France. On met vraiment en lumière les régions qui surperforment ces tendances nationales. Alors, en revanche, les dépenses en jeux vidéo sont en recul en 2025. Attention, c'est un recul à modérer parce que 2024 avait été une année en fait exceptionnelle avec la sortie de grosses nouvelles consoles. Je n'ai pas le droit de faire de publicité et pour ceux qui ont des enfants chez eux, ils ont tout à fait compris à quoi je faisais référence. Donc 2024, année exceptionnelle en termes de consommation. Donc
2025 qui s'établit à peu près au niveau de 2024, donc une année 2025 qui reste quand même très très bonne. Et sur les jeux vidéo, et les Pays de Loire en fait reflètent le dynamisme démographique d'une région parmi les plus jeunes de France, et donc surperforme en fait cette tendance nationale. Même dans les jeux d'argent, qui progressent plus modestement à plus 1% en 2025, on retrouve cette quête de plaisir maîtrisé, de plaisir raisonné. Le panier moyen, d'ailleurs, recule de 1 euro, il s'établit à 29 euros, et il recule de 1 euro par rapport à 2024. En revanche, la base des joueurs s'élargit, passant de 15% des Français à 16% des Français, donc qui ont joué, qui ont joué au jeu d'argent. Et donc les Français renoncent pas vraiment aux frissons que procure le jeu. Et je dirais même que cette année 2025, en fait, elle met en lumière l'abondance de l'offre à domicile. C'est une source d'émotion, d'expérience perçue comme bon marché, finalement, par rapport à ce qu'on a pu avoir l'habitude de consommer par ailleurs. Et donc, plus qu'une simple tendance, les divertissements digitaux, c'est vraiment une nouvelle norme du plaisir qui s'installe, qui continue un ancrage beaucoup plus profond, durable, dans les foyers français en 2025. La convivialité reste un plaisir préservé. Alors, pas de la même manière selon le type de convivialité auquel on fait référence. Tous les secteurs sont néanmoins dans le vert. La restauration traditionnelle augmente à moyenne de plus 1% en 2025, avec un panier moyen de 37 euros. Et c'est la région Grand Est qui ressort avec un panier moyen plus élevé. Ceci peut être rattaché bien sûr à l'excellence des nombreuses AOP de la région. La restauration rapide, en parallèle, vous voyez, a une dynamique légèrement plus vive, avec une augmentation des dépenses par carte bancaire de plus 2%, un panier moyen de 20 euros, donc nettement en deçà du panier moyen de la restauration traditionnelle. Et c'est 8 Français sur 10 qui sont séduits par ces formules de restauration rapide qui ne cessent de se renouveler pour apporter convivialité, évidemment, émotion. C'est des choses qui sont très faciles à partager, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des choses qui attirent, on parlait de précurseurs, influenceurs, c'est vraiment un cercle vertueux, en tout cas pour le secteur. Les réseaux sociaux vraiment dynamisent et portent le secteur. Alors, dans la convivialité, on voit évidemment qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi dans le vert, les boulangeries, pâtisseries, avec une progression des dépenses de plus 3,5, un panier moyen de 10 euros qui est stable. Alors, cette progression, elle s'explique bien sûr par la substitution du cash, des espèces au profit de la carte bancaire, mais c'est aussi le reflet d'une généralisation de la pratique du snacking. Autour de nous, vous le voyez, on a plutôt tendance aussi à sortir manger dehors, pas obligatoirement pour s'asseoir, pour avoir vraiment une pause, mais vraiment c'est la restauration rapide poussée à son extrême, la pratique vraiment du snacking. Et justement, la révélation de l'année, nous sur l'alimentation, c'est les paniers à cuisiner à domicile. Ce sont ces offres digitales, j'insiste encore sur ce point, qui envoient à domicile donc tous les ingrédients pour des recettes saines et gourmandes. Et les dépenses augmentent de 16% cette année avec un panier moyen de 67 euros. Donc c'est aussi une niche qui est bien investie aujourd'hui avec pas mal d'acteurs qui se positionnent. C'est seulement aujourd'hui, évidemment, 2% des Français qui sont adeptes de cette nouvelle formule, pratique, donc équilibrée, budget maîtrisé. La Bourgogne, d'ailleurs, s'empare de ces nouvelles offres pratiques qui surperforment la tendance nationale. Donc, on voit que la convivialité reste un plaisir préservé en 2025, avec des offres plus accessibles, plus dynamiques. En tout cas, le digital, on parlait des réseaux sociaux pour la restauration rapide, on parle des paniers repas, tout livré à domicile, c'est aussi du full digital. On voit que le digital est un booster de la consommation.
Finalement, le réseau social va pousser, on n'a pas vraiment de paiement de consommation en tant que tel, mais c'est un amplificateur en fait de tout ce qui peut se passer dans ce qui satisfait la consommation des Français. Alors, au-delà de la convivialité, on a le bien-être. Hein. Ce sont aussi des rituels qui sont inaltérables. Les Français ont à cœur de cultiver à la fois leur image, mais c'est aussi une manière de prendre soin d'eux, en fait. Hein. Les dépenses dans les salons de beauté, salons de coiffure augmentent, plus 2,5%. En parallèle, les dépenses en cosmétiques suivent la même tendance, voyez, avec des dépenses en hausse de 2%. En fait, ça reflète aussi que on est bien sûr dans un monde où l'image est très présente, est importante. Je vais le répéter une fois de plus, notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi vraiment une sensation de bien-être. Bon, on le note hein, en PACA d'ailleurs, terre d'élégance bien sûr, terre du glamour. En fait, on voit une surperformance. Salon de coiffure, salon de beauté, c'est vraiment une tendance globale. C'est finalement des plaisirs assez maîtrisés en termes de prix, mais qui donnent du baume au cœur, qui soutiennent en fait cette envie de consommer, cette envie plaisir, émotion, expérience. C'est des routines qui sont vraiment installées aujourd'hui dans les plaisirs des Français. Et d'ailleurs, c'est une offre pléthorique. Enfin, là, quand on parle de vraiment salon de beauté, salon de coiffure, derrière, ça englobe aussi tout ce qui est bar à ongles, salon de tatouage. Vraiment, c'est tout ce qui est vraiment très, très, très large. C'est très intéressant parce que le groupe est très positionné sur la restauration, sur les salons de coiffure et l'esthétique. Et c'est vrai qu'on réfléchit, nous aussi, à des offres vraiment très adaptées à ces secteurs d'activité qui ont des attentes toutes particulières. C'est vrai que c'est particulièrement intéressant de voir cette évolution dans les habitudes des consommateurs, c'est-à-dire qu'on est positionné sur ces secteurs de manière, je dirais, historique, parce qu'on a toujours traditionnellement cru à ces métiers-là, et on voit que ce sont des métiers qui ont quand même encore de l'avenir, et c'est un vrai plaisir de voir ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, autre catégorie de plaisir aussi que s'accordent encore les Français en 2025, c'est l'envie d'évasion. On a parlé d'évasion à partir de son foyer, mais les Français sortent aussi de chez eux. Et certes, on a eu une euphorie qui a été post-Covid, mais aujourd'hui, on constate encore une approche réfléchie du tourisme. Et là où d'un côté, en fait, les dépenses de voyage au sens large, que ce soit les sites de réservation, hôtels, compagnies aériennes, qui progressent de 2,5% en 2025. On voit que les Normands, en fait, ont même augmenté leurs dépenses de voyage de plus 4%. Ce panier moyen de 215 €, lui, il augmente de 8 € par rapport à 2024. Et c'est plus de la moitié des Français qui sont clients du secteur. On voit que les Franciliens sont plus présents sur ce secteur et surtout qu'ils ont un panier moyen plus élevé, donc pour les Franciliens, 253 €. Fait marquant cette année, c'est la progression des dépenses de camping, plus 10%. Alors, tout n'est pas écrit sur la slide, mais pour vous dire, ce qu'on a constaté post-Covid, c'était l'envolée dans les villages vacances. Et là, en fait, avec un panier moyen un peu moindre, c'est les campings vraiment qui sont boostés. Donc, vous voyez, là aussi, on a vraiment une consommation qui est choisie, réfléchie pour adapter son budget à son pouvoir, à son budget à ses envies. Une envie d'évasion qu'on va, en fait, rationaliser. Je reviens à la rationalisation. Donc, on le voit en fait sur les campings, on a vraiment une alternative de voyage malin en fait, d'ailleurs dont les Bretons sont les plus grands adeptes, avec 17% de consommateurs bretons qui ont acheté des services de camping contre 10% au national. Donc on part plus, on dépense moins à chaque fois, une manière en fait pour les consommateurs d'optimiser leur budget vacances. C'est à la fois conserver la parenthèse plaisir, mais la rationaliser. Et les Français se tournent également vers des alternatives plus accessibles, comme les activités touristiques et culturelles. En fait, les dépenses augmentent de 9% en 2025, avec un panier moyen de 40 €. Et en fait, cet engouement pour des activités plus locales,
plus simple, ça illustre bien l'envie des Français d'expériences renouvelées en fait. Et finalement, ces activités confirment un statut d'espace refuge en fait, un plaisir relativement abordable qui est aussi ancré dans les territoires et qui permet de nourrir un sentiment d'évasion et presque même de vacances, mais dans un cadre plus proche de chez soi en fait. Et donc au global, l'expérience qui est vécue, plus que le déplacement en lui-même en fait, ou même la durée du séjour, l'expérience vécue, ça devient le principal vecteur de la valeur en fait, de ce qu'on retire de son voyage, de son expérience. Et donc, ces choix intelligents, en fait, illustrent une nouvelle maturité de la consommation touristique. Les Français ne voyagent pas moins, finalement. Ils vont fragmenter leurs dépenses. Et ils vont même élargir leurs possibilités d'évasion pour s'offrir des émotions et des expériences. Ça, c'est ce que nous constatons en 2025. Donc, pour clôturer vraiment cette analyse en fait de ces tendances 2025, c'est cette nouvelle ère de la consommation caractérisée par deux faits marquants. Le premier, le boom du e-commerce, observé depuis 3 ans, comparable au boom déclenché par le Covid. Et donc, grâce au digital, les Français sont à la fois chasseurs de prix et chercheurs d'émotions. Ils articulent leurs envies de convivialité, d'évasion, de mode, tout en bénéficiant de l'offre compétitive et pléthorique qui est disponible en ligne. Et le second fait marquant, c'est bien la rationalisation des dépenses qui est à l'œuvre. D'un côté, les Français maîtrisent leurs dépenses du quotidien via le discount, la seconde main, comme nous l'avons vu, mais de l'autre, ils sanctuarisent des plaisirs qui sont basés sur l'émotion, l'expérience, notamment à travers le divertissement digital, le bien-être, le tourisme, on l'a vu. Et donc la grande question pour l'année à venir, c'est bien de savoir quels sont les plaisirs, les prochains plaisirs qui vont être jugés justement comme non négociables par les Français, et bien sûr à quelle vitesse le digital va encore poursuivre son déploiement. Écoute, merci beaucoup Myriam pour toutes ces tendances, tous ces enseignements, c'était très riche. Avant de passer la parole à Anne pour un mot de la fin et pour conclure cette émission, je tiens à rappeler que toutes les éditions du Baromètre et même des hors-séries que nous avons pu faire sur les JO, sur les jeunes, un certain nombre d'éditions entre guillemets spéciales, vous les retrouvez sur le site web du groupe BPCE dans la rubrique BPCE l'Observatoire. Voilà, le baromètre des paiements est un baromètre de BPCE l'Observatoire. N'hésitez pas, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Myriam vous en a partagé une partie, mais vous trouverez beaucoup d'autres informations très riches et très utiles, notamment au secteur du commerce. Anne, je te laisse un mot de la fin. Oui, Koba, merci beaucoup. Merci Myriam et merci à toi et à toutes tes équipes pour ce travail en fait qui est, je trouve, extrêmement précieux et extrêmement passionnant parce qu'effectivement c'est clairement là en fait on touche pas que du paiement en fait, c'est vraiment complètement de l'économie et le groupe BPCE vraiment je pense se positionne comme partenaire sur ce sujet-là, partenaire de ces banques, de ces caisses, du Crédit Coop, de la Banque Palatine, partenaire des clients parce qu'en fait nous ce qu'on veut en fait c'est qu'on puisse justement s'appuyer sur toutes ces analyses, sur cette mine d'informations pour pouvoir donner tous les moyens à nos clients pour qu'ils puissent s'armer, pour que en fait on reste dans le match, que la France reste dans le match, dans cette sensibilité de souveraineté qui est vraiment notre ADN en tant que groupe BPCE. Et donc pour nous, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir mettre à disposition ces données-là qui sont particulièrement intéressantes. Moi, j'ai envie de retenir plein de choses positives parce qu'on sait qu'on est dans un contexte qui est quand même pas forcément très rassurant, un petit peu anxiogène, que les Français regardent toujours effectivement la fin du mois et sont tout le temps dans la recherche du meilleur prix. Mais on voit quand même qu'il y a plein de choses très intéressantes et très positives à retenir. Je le redis, je pense que la RSE, ça reste un axe qu'il faut vraiment travailler et qui est particulièrement intéressant.
Et puis, effectivement, tous les secteurs qui donnent de l'émotion et du plaisir et sur lesquels le groupe est positionné, en plus des secteurs traditionnels sur lesquels, voilà, en tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est de rester à côté des clients, de pouvoir les soutenir et de leur apporter voilà, tous les éléments, à la fois en termes d'offres, mais aussi en termes évidemment de réponses et d'appui au quotidien. Donc merci beaucoup Myriam pour tout ça. Et puis on se dit rendez-vous à l'année prochaine alors pour regarder si le e-commerce et le digital et l'omnicanalité pourront continuer d'ouvrir plein de voies de business pour nos clients. Écoutez, merci à toutes les deux et puis merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.